Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Tout au long de l'année 1917, Albert Rem, consul général du Royaume de Belgique à Moscou, analyse les événements qui se déroulent dans la seconde capitale de l'Empire russe. Ses rapports informent sa hiérarchie sur les événements politiques et sociaux, mais aussi économiques et industriels, ou bien encore internationaux qui agitent Moscou. Disséminé dans de nombreux cartons des archives du ministère des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, ce corpus de rapports inédits permet de parvenir à une vision bien plus large, presque totale, de la révolution russe de 1917 à Moscou, en contrepoint de celle proposée de nos jours dans les ouvrages historiques, principalement centrés sur le déroulé des événements politiques survenant à Pétrograd. À partir des années 1890, la présence belge en Russie est remarquable compte tenu de la taille du royaume. Ceci, tout autant par le volume des investissements industriels consentis que par la rapidité de la mobilisation financière faisant de la Belgique, au travers de près de 170 entreprises, le principal investisseur étranger engagé dans l'industrie russe pour l'année 1900. À cela s'ajoute une forte présence des ouvriers et des ingénieurs belges en Russie, tout comme une multitude de médecins, d'avocats, d'instituteurs et de personnel de maison. Au total, au début du XXe siècle, la communauté belge présente dans l'Empire russe atteint près de 20 000 personnes. Initialement cantonnée dans le Donbass durant la dernière moitié du XIXe siècle, la présence belge s'étend en 1914 à la Russie du Sud, l'Oural et la Sibérie. Limitée dans un premier temps à l'industrie lourde, porte d'entrée en Russie, l'implantation industrielle de la Belgique s'élargit rapidement à la distribution électrique, au textile, au pétrole et au transport. Ceci est particulièrement notable en ce qui concerne la construction puis l'exploitation des tramways, à chevaux puis électriques, dans les principales villes de l'Empire russe, Saint-Pétersbourg, Moscou, Riga, Odessa, Tbilissi, Rostov-sur-le-Don, où les sociétés belges spécialisées sont omniprésentes. Toutefois, cette présence, presque uniquement industrielle, doit faire face à un manque récurrent de maisons belges de commerce, contraignant les entrepreneurs du royaume à travailler principalement avec des importateurs allemands. Ainsi, seuls 53% des commandes des compagnies de tramway belges aboutissent en Belgique, le reste bénéficiant à des entreprises allemandes ou russes. De son côté, le gouvernement belge accompagne le développement de la présence des industries nationales, tout comme la défense des sujets du royaume, par la mise en place dans l'Empire russe d'un réseau de consulats principalement honoraires. En 1910, on compte en Russie 30 consulats du Royaume de Belgique, dont 14 en Russie méridionale, y compris le Caucase et le Turkestan. En dehors de Saint-Pétersbourg, Moscou, Varsovie et Kharkov, où les consulats sont dirigés par des membres du corps diplomatique belge, les autres consulats sont tenus par des consuls honoraires choisis parmi les Belges les plus influents sur leur zone de responsabilité. Généralement, ce sont des entrepreneurs qui bénéficient d'excellents états de service et d'un large réseau de contacts locaux. Avec les documents présentés ici, nous ne sommes pas face à une reconstruction historique des événements et du rôle des divers personnages faite a posteriori, ni à une évaluation actuelle de leur importance respective. À l'inverse, nous avons devant nous un commentateur de l'époque qui, à plus de 100 ans de distance, nous propose une vision de la période révolutionnaire telle qu'elle est suivie et comprise en 1917 par le public, dans ses sursauts, ses retournements, ses attentes et même ses contresens. Il n'est pas question non plus de faire ici une histoire des révolutions russes explicative, linéaire, mais bien plutôt de tenter de comprendre comment et pourquoi, au travers des témoignages et du vécu de l'époque, un empire de plus de 160 millions de jours habitants, dirigé par une autocratie vieille de plus de 300 ans a pu, en quelques mois, se retrouver en pleine déliquescence, démembré, puis guidé et restructuré par les bolcheviks, un parti révolutionnaire éloigné des masses qui sont initialement proches des socialistes révolutionnaires sœurs, souvent jugés de maximalistes et dont les adhérents peu nombreux dans Empire, passent toutefois de 24 000 en mars 1917 à 240 000 en août 1917. Régulièrement, Albert Rem fait parvenir des rapports à son ambassadeur à Pétrograd ou bien les envoie directement au ministre belge des Affaires étrangères, à Sainte-Adresse, banlieue huppée du Havre, capitale du temps de guerre d'un royaume presque totalement occupé par les troupes allemandes.
Le consul Albert Gomarus, Marie, Rem, 1883, est déjà un diplomate expérimenté lorsqu'il est nommé à Moscou à l'automne 1916. Après avoir achevé en 1903 des études à l'Université catholique de Louvain dans la spécialité sciences économiques et bureau consulaire, Albert Rem est nommé vice-consul du Royaume de Belgique à Melbourne en juin 1904, puis à Caracas en 1908. En 1912, il est nommé consul par intérim à Cologne, puis en 1915 à Dieppe. De septembre 1916 au début de 1918, il occupe les fonctions de consul de Belgique à Moscou avant d'être muté de 1919 à 1922 à un poste similaire à Stockholm, puis à celui de vice-consul de la mission belge à Varsovie, puis consul de Belgique à Riga entre 1922 à 1925. Enfin, de 1925 à 1932, il est consul général de Belgique à Ottawa. De retour en 1933 en Belgique, il travaille à Bruxelles au ministère des Affaires étrangères jusqu'en 1938, puis est envoyé aux États-Unis au poste de consul général à la Nouvelle-Orléans de 1938 à 1946. De retour en Belgique, une fois la Seconde Guerre mondiale achevée, il poursuit ses activités au sein du ministère des Affaires étrangères de 1946 à 1948 avant d'être admis à faire valoir ses droits à la retraite. À la même époque, il est décoré de l'ordre du roi Léopold, la plus haute distinction du royaume. Veuf et père d'une fille unique, les services du ministère des Affaires étrangères du Royaume de Belgique perdent la trace d'Albert Rem une fois celui-ci à la retraite. De plus, son dossier administratif personnel ne comporte pas de photo d'identité, procédure qui ne sera mise en place que dans les années 1980 par l'administration centrale belge. Les recherches entreprises n'ont pu mettre à jour des détails complémentaires sur le destin d'Albert Rem après son départ du ministère des Affaires étrangères. Les analyses contenues dans les rapports réguliers d'Albert Rem, souvent basées sur la presse moscovite et plus particulièrement sur les publications libérales ou des milieux d'affaires, mettent en lumière les pôles de confrontation sociopolitique qui sont les points de départ d'une guerre civile et d'une intervention étrangère qui ensanglante le pays durant plusieurs années. Révélateur de l'esprit du temps, l'absence initiale presque totale des bolcheviks dans ces rapports, car ceux-ci n'apparaissent que dans les derniers mois de 1917, et encore ne sont-ils pas réellement pris au sérieux, même une fois le pouvoir en leurs mains à Pétrograd. En fait, durant les derniers mois de 1917, les soldats, la foule, la garde rouge font l'objet d'une attention bien plus grande de la part du consul que le parti politique qui vient de prendre le pouvoir. Après octobre, ce sont encore l'opposition et la résistance passive d'une part importante de la population qui font l'objet de l'attention d'Albert Rem, marquant à l'occasion la force, l'ampleur, mais aussi la désorganisation de la contre-révolution et des forces politiques, aujourd'hui présentées comme démocratiques, face aux bolcheviks, premiers représentants d'un ordre naissant certes ponctuel, mais réel, dans un pays en déstructuration depuis 1914 du fait de la guerre, de l'incapacité de ses divers dirigeants, de l'affrontement entre les pouvoirs mais aussi de la voracité de ses alliés. A contrario, ce qui ressort tout aussi fortement de ces rapports est le foisonnement de ce que l'on ne nomme pas encore les initiatives citoyennes, ou les expressions de la société civile. Tout au long des mois révolutionnaires, de février à octobre 1917, par ces initiatives la population de l'ex-empire russe tente de construire, de créer une société nouvelle alors que la structure hiérarchique de la société d'Ancien Régime a été mise à bas par les événements de février. La population tente de se réunir, au travers des corporations, par nationalité ou religion. Ainsi voit-on les prisonniers de guerre, eux aussi, tenter de s'organiser afin de trouver leur place, ou du moins de pouvoir faire valoir leurs intérêts pour ne pas dire leurs droits, dans la nouvelle société démocratique en gestation. Ce foisonnement politique, social et ethnique, souvent oublié, enterré sous le diktat de l'histoire soviétique officielle ou sous celui, plus souple mais tout aussi prégnant de l'histoire libérale, revient ici à la surface. D'après ces rapports, les bolcheviks ne semblent pas être parvenus au pouvoir uniquement par la force et en absence totale d'un soutien quelconque de la population. Ces documents, concentrés sur les événements de Moscou et sa région, tracent le contour des révolutions de 1917 qui, contrairement aux présentations qui en sont généralement faites, n'ont pas eu lieu simultanément, selon le même scénario et le même rythme sur l'ensemble du territoire de l'Empire russe.
Ici, clairement, les révolutions de 1917 ne sont ni le résultat d'une procession triomphale du pouvoir bolchevique sur le territoire de la Russie, ni le résultat de la mise en place d'une terreur immédiate et planifiée. D'une façon bien plus complexe, ces révolutions constituent le résultat d'une interaction inextricable entre des événements, des personnalités et des populations qui conduit, au fil des mois et sous la contrainte des combats et des privations du premier conflit mondial, ainsi que du fait des menées des autres puissances, à la mise en jeu de l'existence même de la Russie par le délitement de tout pouvoir réel dans le pays. Une telle unité de temps, février ou octobre selon les auteurs, et de lieu, Pétrograd, dans la presque totalité des publications, a une triple utilité pour justifier les simplifications agréées par tous et qui se retrouvent à la fois dans les mémoires des participants impliqués dans les événements de l'époque, tout comme dans les travaux des historiens de la période, souvent engagés, hier communistes ou anticommunistes, aujourd'hui libéraux. En premier lieu, il s'agit de souligner le processus de dégradation générale que connaît Pétrograd, la capitale, tout en oblitérant les importantes différences entre les situations propres aux diverses villes ou régions au pays. Cette présentation centrée sur la capitale permet aussi d'oblitérer le rôle pris par les puissances étrangères dans le destin de la Russie, par leur volonté de la maintenir dans la guerre, France, Grande-Bretagne, États-Unis, Italie, Belgique, ou bien comme l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois de voir la Russie quitter le conflit. Les négociations diplomatiques, certes relevées dans la capitale, se transforment sur le front, en province et dans les grandes villes du pays en actions qualifiées d'humanitaires ou plus simplement encore en des campagnes de propagande, voire de déstabilisation, visant au démembrement pur et simple du pays entre les puissances de l'entente. Dans le même esprit, ne parler que de Pétrograd, où les événements d'octobre prennent une tournure relativement anodine, évite d'avoir à aborder le sort des autres villes du pays où la prise finale du pouvoir par les bolcheviks s'accompagne d'une résistance acharnée des troupes ou des populations hostiles au nouveau régime, conduisant en fait à un nombre relativement important de victimes durant les premières semaines de l'instauration du nouveau pouvoir. Enfin, se concentrer sur la grande histoire permet de ne pas avoir à s'encombrer de la multiplication, du foisonnement, des initiatives, souvent désorganisées, déclaratives et sans lendemain, d'une société civile moderne d'autant plus virulente que naissante dans la Russie de l'époque. Ce foisonnement ne prenant réellement fin qu'avec la stalinisation du régime soviétique à la fin des années 1920, voire même avec les grandes purges de la fin des années 1930. Cette agitation intellectuelle, sociale, politique et religieuse entraîne consubstantiellement l'affaiblissement du pouvoir impérial, puis du gouvernement provisoire, avant aussi étrange et inattendu que cela puisse paraître, que le projet bolchevique ne parvienne, au prix fort quant à la superficie des territoires abandonnés et au nombre de victimes, à mettre un terme au démembrement programmé et complet de l'Empire et de son noyau, la Russie centrale, en le préservant des ambitions étrangères et de leurs représentants locaux, les mouvements blancs contre-révolutionnaires. Une ville éloignée de l'agitation de Pétrograd. Au début de l'année 1917, selon Albert Rehm, Moscou a vu, du fait de la guerre et des déplacements de population, le nombre de ses habitants passer de 1 800 000 à 3 120 000. Depuis le début du conflit, l'inflation fait rage, en particulier sur les produits alimentaires de première nécessité. Ainsi, alors que le prix du pain noir, principal aliment des ouvriers, triple entre 1914 et janvier 1917, celui du pain blanc ne fait que doubler. Toutefois, le ravitaillement semble être assuré à minima, mais de façon régulière, la vente des denrées alimentaires, hors alcool, restant libre. La ville est le nœud ferroviaire principal du pays et les denrées alimentaires, en provenance de terres de l'Est non affectées par le conflit, transitent en premier lieu par Moscou avant de parvenir ou non à Pétrograd. Le tableau que dresse Albert Rehm de la vie à Moscou tout au long de l'année 1917 est bien différent de ce qui se déroule dans le même temps à Pétrograd. Loin du front, la ville semble continuer sa propre vie, tout événement ou manifestation étant comme assourdi, éloigné de la fournaise que constitue la capitale de l'Empire. Ainsi, en janvier 1917, les commémorations du Dimanche rouge de 1905 qui conduisent 150 000 ouvriers à se mettre en grève à Pétrograd, ne réunissent que 10 000 grévistes à Moscou, sur une population ouvrière estimée à 200 000 personnes. Les autorités avaient d'autre part pris toutes les mesures utiles,
Mais la journée se passa assez normalement, lorsque vers midi, une centaine, pas davantage, firent leur apparition à la place des théâtres, au centre de Moscou, avec un drapeau rouge et en criant « À bas la guerre ». Nous voulons la paix et du pain. Ces manifestants se laissèrent facilement et naïvement disperser par les paroles simples mais énergiques que leur adresse un officier, en convalescence de blessures reçues au front, lequel se trouvait précisément sur les lieux. Les journées révolutionnaires de février à Pétrograd se retrouvent, elles aussi, comme assourdies par l'éloignement et le calme relatif qui règnent dans la seconde ville du pays. La nouvelle des événements révolutionnaires qui se sont déroulés à Pétrograd le 27 février, 12 mars, fut transmise à Moscou par le téléphone dans la soirée du même jour, vers 6 heures, et immédiatement propagée dans toute l'agglomération au moyen d'un bulletin polycopié et dactylographié à des milliers d'exemplaires circulant subrepticement. La sensation fut profonde, mais on n'osa encore la manifester publiquement. Les célébrations qui accompagnent la Révolution de février se déroulent dans une atmosphère bon enfant, les tenants de l'ordre tentant de limiter l'emprise ou les violences du mouvement révolutionnaire. Dès le lendemain, la ville de Moscou présenta un aspect tout à fait insolite. La parution de tous les journaux avait été empêchée par le général Mrozovski, commandant du district militaire de Moscou. La circulation des fiacres et des tramways était arrêtée, toute la classe ouvrière chômait, tous les restaurants, les magasins, les banques étaient fermés ou se fermèrent. Aucun policier en uniforme n'était visible. De toutes parts, une multitude composée de toutes les classes de la société, portant des insignes rouges à profusion, marchait à pas pressés vers la Douma municipale. Favorisée par un temps superbe, une foule forte de plusieurs dizaines de milliers de personnes remplissait vers 4 heures de l'après-midi les immenses places rouges et Voskresenskaya et les rues avoisinantes. Les soldats envoyés par l'autorité militaire, loin de chercher à disperser cette multitude, fraternisaient avec elle et des feuilles imprimées, portant en gros caractères des titres tels que « Bulletin de la Révolution de gré », circulaient librement. Certains socialistes révolutionnaires répandirent des feuilles de propagande en faveur d'une paix immédiate, mais ces manœuvres furent dans la suite sérieusement critiquées dans les assemblées du parti, comme étant contraires à la tactique qui s'impose au moment actuel. Avant de prendre définitivement position dans les questions de tactique, il a été jugé préférable d'attendre l'arrivée des leaders compétents de Sibérie et de l'étranger. Toutes les automobiles privées avaient été réquisitionnées par les révolutionnaires. Les seuls véhicules qui se voyaient dans les rues étaient des autos, brûlant le pavé, portant des organisateurs du soulèvement, et des camions et des trucks automobiles où se tenaient debout ou assis des soldats et des étudiants, tenant des fusils à la baïonnette, des sabres nus ou des Browning, et agitant des drapeaux rouges aux acclamations de la foule en délire. Le soir, le peuple fit des ovations à des envoyés du gouvernement provisoire qui venaient d'arriver en automobile. Dans le même esprit, loin de la fournaise de Pétrograd, la première démarche du clergé orthodoxe à Moscou et, au lendemain de l'abdication de Nicolas II et du refus de son frère le grand-duc Michel Alexandrovitch d'accéder au trône, de négocier avec les nouvelles autorités des textes de prières adaptés qui ne contiennent plus aucune référence à l'autocratie. Et le 16 mars, 3 délégués du clergé orthodoxe de Moscou se rendirent à l'hôtel de ville pour un échange de vues avec le comité exécutif, au sujet d'une nouvelle formule à introduire dans la liturgie, en remplacement des prières pour le tsar et la famille impériale. Dorénavant, on priera pour le grand État russe et les administrateurs de celui-ci, et pour le pieux État russe et le gouvernement de celui-ci. Ce manque de réaction de la population est toujours présent à la fin du mois de septembre 1917, lors de la prise de la ville de Riga par les troupes allemandes, ouvrant à celle-ci la route de Pétrograd après l'offensive russe avortée de juillet 1917. Ainsi, comme le note Albert Rehm, la nouvelle de la prise de Riga n'a malheureusement, semble-t-il, provoqué à Moscou, d'une façon générale, aucune émotion sérieuse. L'influence étrangère et la guerre. Les événements de février-mars 1917 ouvrent la voie non seulement au retour des exilés politiques de Sibérie et de l'étranger, principalement sociodémocrates ou socialistes révolutionnaires, mais aussi à la multiplication des visites de représentants étrangers dans la capitale, tout comme à Moscou. Que ces visites soient celles d'entrepreneurs ou d'hommes politiques, la résonance qui leur est donnée va bien au-delà de la réalité des engagements pris,
et encore plus de leur réalisation effective. Discours grandiloquents et proclamations enflammées n'ont pour unique but que de maintenir la Russie dans la guerre par la glorification de la nouvelle démocratie, par des promesses ou, tout aussi fréquemment, par des pressions économiques et militaires des pays de l'entente. Dans ses rapports, le consul Rem note plus particulièrement les interventions de l'ambassadeur américain, la visite du ministre belge Emile van der Velde et celle du ministre français Albert Thomas. Ainsi, avant même les événements de février-mars, le rapport du 6-19 janvier 1917 revient sur le passage à Moscou de l'ambassadeur des États-Unis et l'interview qu'il accorde au journal Rusko et Slovo. L'ambassadeur américain donne des arguments généraux sur l'action de son pays qui seront repris avec constance par ses successeurs au département d'État américain non seulement au XXe, mais aussi au XXIe siècle. Les difficultés avec lesquelles la Russie eut à lutter au cours des 2-3 dernières années, l'Amérique s'en rend compte parfaitement et déjà elle a prouvé qu'elle les apprécie justement. L'opinion que le grand conflit européen apporte à l'Amérique seulement des avantages semble complètement erronée, et l'accusation répandue fréquemment que l'Amérique désirait le prolongement de la guerre à cause des avantages qu'elle en retire, est non seulement une profonde injustice envers notre peuple humanitaire et pacifique, mais en outre elle ne repose sur aucun fondement et c'est à peine s'il faut démentir longuement l'imputation dont il s'agit. L'Amérique, à plusieurs reprises, a prouvé que la fidélité aux principes est pour elle au-dessus du profit, et qu'elle est prête à sacrifier non seulement de l'or mais du sang pour les élans généreux du cœur et pour la sauvegarde de son honneur. Plus tard dans l'année, en mai-juin 1917, le ministre belge Van der Velde effectue un périple en Russie qui le conduit à la fois à Pétrograd, à Moscou, mais aussi sur le front. Là encore, seul le maintien de la Russie dans la guerre semble être le moteur des interventions du ministre belge. Le désespoir croît de jour en jour. La famine sévit. Les exportations continuent toujours. Les Allemands exploitent les Français et les Belges pour les travaux militaires. Seule la victoire des Alliés promet la libération. Tous les regards sont tournés vers la Russie. C'est surtout d'elle que dépend le sort de la Belgique. Tout le monde est convaincu que la courageuse armée russe répondant par une offensive brisera la terreur allemande et libérera le peuple infortuné. Si cette offensive tardait, la Belgique se transformera en vaste cimetière. De ce qui précède, vous devinez aisément et la sympathie et l'espoir avec lesquels nous suivons les efforts passionnés de Kerensky pour rétablir la discipline dans l'armée et prévenir la révolution russe de cet oreiller de la paresse, la paix à tout prix. Est-il nécessaire d'ajouter à cela que la Belgique, qui n'est entrée dans cette guerre que pour rester fidèle à ses engagements internationaux, combat en ce moment pour son existence, et certainement sans poursuivre aucun but de conquête ou d'asservissement. Nous ne serions pas des socialistes au point de vue européen si nous n'acceptions pas entièrement la formule du gouvernement provisoire, la paix sans annexion et contribution fondée sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais nous considérons que cette formule a besoin d'être clairement établie. Cela, au moment même où les troupes russes sur le front doivent faire face à des conditions de plus en plus dégradées, à la fois en ce qui concerne le ravitaillement que l'approvisionnement en munitions ou la capacité des chefs militaires à la fois à se faire respecter, à la suite de la promulgation de l'ordre numéro 1, prikaz numéro 1, et à économiser la vie de leurs soldats. Dans un rapport qui couvre le séjour d'Albert Thomas à Moscou lors de son déplacement en Russie au printemps 1917, Albert Rem met une nouvelle fois en valeur la volonté des Alliés de voir la Russie prolonger, à n'importe quel prix, sa participation au conflit. Ainsi, lors de sa visite à Moscou, M. Thomas signale avec regret que nombre de divisions allemandes ont été transportées du front russe sur le front occidental et Français et Anglais se voient obligés de supporter à eux seuls tout l'effort de l'attaque allemande. Mais malgré cela, la France persistera à combattre jusqu'à la réalisation de son rêve, la garantie de sa liberté ainsi que celle des autres nations. La France est en état de supporter l'effort allemand, jusqu'à l'arrivée des contingents américains qui sont attendus sous peu. Mais néanmoins, il est équitable que les sacrifices imposés par la guerre soient répartis également entre tous les alliés. Le ministre espère que la Russie renouvelée ne tardera pas à la comprendre, et commencera une offensive. Toutefois, sur le front,
La réalité de la vie du soldat russe et son moral sont incompatibles avec une offensive capable de renverser la situation. Figure incontournable de la révolution de 1917, le soldat russe de la Première Guerre mondiale reste encore aujourd'hui mal connu. En Russie tout d'abord, où le sort des participants de la guerre civile et de la Seconde Guerre mondiale a, jusqu'à peu, plus retenu l'attention de la population et des pouvoirs publics. Oubliés aussi en France, les soldats russes qui, dans les premières semaines de la guerre, à peine mobilisés, sont jetés dans des offensives à la préparation aléatoire pour détourner une partie des troupes allemandes de l'invasion de la France et ainsi contribuer à la victoire de la Marne et sauver Paris. Comme le notait, en 1918, le maréchal Foch, si la France n'a pas été effacée de la carte de l'Europe, c'est avant tout à la Russie que nous le devons. Au 1er janvier 1914, la Russie dispose de 1,423 million d'hommes sous les armes, mais dans les années qui précèdent le conflit, elle ne forme à la vie militaire que 25% des hommes adultes en âge de servir, bien moins que la France ou l'Allemagne. Fin 1914, avec les réservistes et les territoriaux, ce sont 6,553 millions d'hommes qui servent sous les drapeaux paysans et russes à plus de 85%. Au total, ce seront un peu plus de 15 millions d'hommes qui seront conscrits entre 1914 et 1917, sur une population d'environ 166 millions d'habitants. À titre de comparaison, la France, peuplée de 36 millions d'habitants en 1914, mobilise 6,8 millions d'hommes durant le conflit. La Révolution de février, en réalité une révolution de palais qui conduit à l'abdication du tsar, et la publication de l'ordre numéro 1, prikaz numéro 1, par le soviet de Pétrograd qui désorganise l'armée ainsi que l'écroulement de l'arrière face aux difficultés quotidiennes, porte un coup fatal à la discipline militaire tout en laissant libre cours à la propagande gouvernementale soutenue par les Alliés en faveur de la poursuite de la guerre et à la propagande défaitiste conduite par les bolcheviks, soupçonnés d'être à la solde des empires centraux. Au total jusqu'en 1917, l'Empire russe perd probablement de 7 à 7,5 millions d'hommes, dont 2,4 millions de prisonniers et 1,6 à 1,8 millions de tués. Les premiers mois du conflit sont marqués par des pertes énormes avec 300 à 400 000 hommes qui tombent chaque mois. Désormais, plus le temps passe et plus les hommes envoyés au front manquent de formation initiale, 75% d'une génération échappaient au service militaire et proviennent de tranches plus âgées de la population, ceci avec des conséquences immédiates sur les capacités opérationnelles et le respect de la discipline. À cela s'ajoute aussi la modification de la composition du corps des officiers, passés au travers de formations accélérées, qui ne bénéficient plus du même respect et de la même confiance de la part de leurs hommes. Outre des combats inégaux par manque de matériel ou de munitions, la vie quotidienne du soldat est aussi marquée par les pénuries. Selon divers témoignages, chaque soldat recevait 1,750 kg, officiellement 2,250 kg de pain mal cuit par jour. Le midi, une soupe de choux avec un petit morceau de viande, officiellement 700 g, souvent avariée, et ensuite une bouillie de sarrasin. Le repas du soir était constitué d'un seul plat, ou une soupe de choux, ou une bouillie de sarrasin avec du poisson séché. À ces conditions indescriptibles qui sont celles régnantes dès les premiers mois du conflit, se mêlent des élans d'héroïsme et d'abnégation inimaginables. Tout autant que les difficultés de la vie quotidienne ou les combats, c'est la situation politique qui va directement influer sur le moral des armées. Une fois le tsar déchu, et au-delà de tous les cas particuliers, le soldat paysan russe se sent relevé de son devoir d'obéissance. S'il était peut-être encore prêt à mourir pour le tsar, il ne l'est vraiment plus désormais pour les messieurs qui viennent d'arriver au pouvoir. À partir de février 1917, et après les premières semaines d'élan patriotique, le principal problème du gouvernement sera les hésitations, voire le refus des soldats de poursuivre le conflit. Cette situation inquiétante se traduit du côté des autorités, par la conduite d'une large campagne de verbiage, Slovesna Campania, durant laquelle les partis politiques participant au gouvernement provisoire délèguent au front, quelquefois en compagnie de représentants des partis ou des gouvernements étrangers, leur porte-parole afin de tenter d'influencer les soldats. Au total, les échecs successifs au front, les immenses pertes humaines, l'usure des hommes et des matériels, le mauvais ravitaillement qui conduit à une pénurie de munitions,
d'équipements et de nourriture font naître un fort mécontentement au sein des troupes, sur lequel vint se greffer au printemps-été 1917, une lutte acharnée pour le pouvoir entre les divers partis politiques. En un trimestre, l'armée russe allait disparaître, pour renaître, en février 1918, sous les traits de l'armée rouge. Loin du front, Moscou subit en fait le contre-coup direct de la lente désorganisation de l'approvisionnement en matières premières, industrielles ou alimentaires, avec l'augmentation des jours chômés et des difficultés alimentaires allant grandissantes. Le tournant vers l'abîme. Le tournant vers l'abîme semble être pris vers avril-mai 1917, alors que le gouvernement provisoire prend conscience de l'état réel du pays et de l'ampleur de sa dépendance financière envers les Alliés. Le 19 avril, 2 mai 1917, le ministre des Finances intervient devant le comité financier du comité exécutif des organismes publics de Moscou. Ce discours insiste sur le fait que si le budget de 1914 se montait à 3,1 milliards de roubles, avec des obligations, emprunts à l'étranger, bons du trésor, etc., pour un montant de 9 milliards, désormais ces obligations se montent à plus de 40 milliards de roubles avec des dépenses journalières évaluées à 54 millions. La prévision étant qu'au 1er novembre 1917 ce montant atteindrait 55 milliards de roubles. Ce besoin impératif d'aide financière, en particulier pour l'achat de munitions à l'étranger, rend la Russie dépendante des crédits étrangers, se montant à 5,8 milliards de roubles pour la Grande-Bretagne, 1 milliard pour la France, les États-Unis et le Japon. À cette crise de la dette s'ajoute une crise des transports. Alors que la crise du transport ferroviaire débute à l'automne 1916, elle s'aggrave à l'hiver 1916 à 1917 avant que la situation ne s'améliore vers mars 1917 pour devenir définitivement critique à partir d'avril-mai, par manque de fer, de pièces de réserve et de bras qui entraînent la réduction des réparations des wagons et des locomotives. Face à ces manques, les principales lignes organisent des cimetières de wagons permettant de récupérer les pièces encore valables des wagons hors service. Il y a en tout 560 000 wagons. De ce nombre, auparavant, il y en eut 15 à 18 000 en réparation, mais ces derniers temps, il y en eut 36 000, à présent jusque 45 000. Les 560 000 wagons ne suffisent plus actuellement. Il manque 50 000 à 60 000 wagons pour tout le réseau. Il manque 25% de locomotives du nombre de celles que nous avons actuellement. Des locomotives existantes, 25% ont 40 ans et plus. D'autres, 75% de tiers servent depuis une quinzaine d'années et 25% seulement peuvent se considérer comme possédant toute leur signification. Face à cette dégradation constante de la situation, les responsables du gouvernement provisoire décident de commander en Amérique 2000 locomotives et 35 000 wagons, rendant encore plus grande la dépendance du pays à l'influence étrangère. La conséquence immédiate de la dégradation du réseau ferré est la diminution du ravitaillement à Moscou, que cela concerne le charbon ou la farine. À la séance du 16-29 mai du comité de ravitaillement de la ville de Moscou, il fut constaté que pour le moment l'approvisionnement en farine ne laisse pas à désirer. En mai, pour 14 jours, à l'adresse du comité, il arriva 825 wagons des commandes de mai et 1009 wagons des commandes d'avril. Il y a en route 1030 wagons, et il a été présenté au déchargement 512 wagons de farine. Les délégués envoyés dans différentes directions pour accélérer l'approvisionnement de Moscou obtiennent de plus en plus d'attention et rendent des services très réels. MAM. Berkenheim, de retour de Pétrograd, où il a pris part à la conférence des délégués pour l'approvisionnement, a déclaré que la situation générale du ravitaillement en Russie n'est pas rassurante. D'après des calculs minima, l'armée et la population ont besoin de 75 millions de poudres de blé par mois. À la rigueur, cette quantité peut être réduite à 61 millions. On possède un stock visible de 100 à 125 millions de poudres, alors que de mai à août, jusqu'à la nouvelle récolte, il ne s'en consomme pas moins de 240 millions de poudres. De cette façon, l'amélioration de l'affaire de ravitaillement à Moscou est temporaire. L'arrivage renforcé de farine cessera à la mi-juin. En juillet et août surviendra une crise grave. Pour la prévenir, il est nécessaire de limiter rigoureusement partout la consommation. Si dans le courant de mai et de juin, Moscou mange les réserves, il y aura en juillet et en août un besoin pressant de pain. À Moscou,
Il est nécessaire de prendre toutes les mesures pour accumuler les stocks, afin que la récente crise du pain ne se renouvelle pas sous une forme encore plus aiguë. Il est possible qu'à Moscou, il faille en venir à diminuer encore la consommation de pain. Au mois de juin 1917, la double crise des transports et de l'approvisionnement prend un tour bien plus grave. Au point de vue des approvisionnements, on peut dire que Moscou manque de tout. Matières premières, produits manufacturés, tissus, chaussures, tabac, cigarettes, tout manque et l'on voit d'interminables queues aux sorties de tous les magasins de la ville. Et que dire des approvisionnements de bouche ? Pain, beurre, œufs, farine, légumes et denrées coloniales ne s'obtiennent plus qu'au prix de longues heures d'attente à la porte des boutiques. Quant à la viande, qui n'est vendue que 3 jours par semaine, lundi, mardi et samedi, pour en avoir, les ménagères s'installent aux portes des boucheries dès la veille au soir. On en voit qui viennent avec des tabourets, d'autres se couchent sur le trottoir leur sac à provisions sous la tête en guise d'oreiller, d'autres enfin, pour occuper les heures d'attente, se réunissent en petits groupes et discutent sur les graves questions du moment. Ce spectacle est souvent pittoresque, mais toujours triste, car l'on ne peut songer sans appréhension à ce que cela sera en hiver à l'époque des grands froids. Les prémices de la guerre civile, prise du pouvoir et résistance. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les rapports de Rem ne font référence que 3 fois, dont l'une sous pseudonyme à Lénine. La quasi-absence de ce nom que l'histoire retiendra démontre à la fois la relative soudaineté et la brutalité de l'apparition des bolcheviks dans le monde politique de l'après-février 1917, tout comme l'ancrage principal du parti à Pétrograd. Ce point est certainement l'un des plus importants de cette publication car il met au jour la fracture pouvant exister entre la présentation historique d'un événement, dans lequel Lénine est omniprésent, et la perception des contemporains pour qui il n'est qu'un acteur méconnu et lointain des événements révolutionnaires. Rappelons que les nouvelles sur l'insurrection armée de Pétrograd ne parviennent à Moscou que le 25 octobre, 7 novembre 1917 au soir. Immédiatement, les autorités locales créent un comité de sûreté populaire, au moment même où les bolcheviks fondent le comité militaire révolutionnaire, CMR. Les tentatives des bolcheviks moscovites, le lendemain même, de prendre le pouvoir selon un scénario identique à celui de Pétrograd, conduisent à une résistance farouche des forces anti-bolcheviques et de très durs combats entre les Junkers, jeunes élèves officiers, qui dans un premier temps parviennent à prendre le Kremlin et les troupes ralliées aux bolcheviks, principalement composées de matelots venus de Pétrograd et de quelques 600 soldats dits de Devinsk, aujourd'hui Daugavpils. Ces soldats avaient été emprisonnés dans cette ville pour leur refus de monter à l'attaque, puis avaient été transférés dans la prison moscovite de la Butyrskaya Turma, et enfin dans les hôpitaux de la ville à la suite d'une grève générale de la faim. Les combats, qui durent une semaine, s'accompagnent d'un bombardement du Kremlin et d'importantes destructions dans le centre de la ville. Il faut attendre le 15 novembre pour que le CMR annonce un cessez-le-feu et la prise du pouvoir dans la ville. Comme le note Albert Rem, le mécontentement des couches aisées de la population est tel que, en général, dans les différentes classes de la population civile et surtout dans les classes riches, on paraît désirer, même au prix d'une occupation allemande, la fin du régime actuel. Ceci conduit le présidium du Soviet de Moscou à déclarer la ville en état de siège du 8-21 au 20 décembre 1917, de janvier 1918. Une fois maître de la ville, il restait encore aux bolcheviks moscovites à appliquer leur programme et à faire face à une forte résistance civile en provenance d'une importante partie de la population. Le rapport en date du 9-22 décembre 1917 donne une vision de la vie à Moscou immédiatement après la prise du pouvoir par les bolcheviks, au travers de publications telles que Outro Rossi et Rousski Vedomosti qui reflètent encore pour quelques jours avant leur interdiction, les intérêts et la vision des couches supérieures de la population. Le rapport met en lumière des faits, certes mineurs, mais décisifs dans le quotidien d'une partie de la population, comme l'obligation faite aux loueurs de biens immobiliers de transférer les revenus des locations sur les comptes courants des soviets ou des doumas de quartier, la réaction de la population à l'interdiction des publications dites bourgeoises, la mise en place d'une censure politique et finalement l'interdiction et la fermeture des journaux des milieux d'affaires. À ces résistances sociales s'ajoutent des résistances basées sur des critères ethniques. Au lendemain de la prise du pouvoir par les bolcheviks, la Rada centrale de Kiev adopte une résolution contre le soulèvement de Pétrograd,
dans laquelle elle déclare qu'elle luttera avec la plus grande résolution contre toute tentative de soulèvement en Ukraine. À la suite de cette décision et sur ordre de S. Petliura, secrétaire aux affaires militaires de la Rada centrale de Kiev, les bataillons nationaux ukrainiens de l'armée russe se placent sous les ordres des radas militaires ukrainiens de Petrograd, Moscou et Kazan, désorganisant encore plus le front. Commence alors une période de tension, qui voit le retour des troupes ukrainiennes en Ukraine, le désarmement des gardes rouges présents sur le territoire ukrainien, puis l'interruption des livraisons de blé en direction de la Russie. À cela s'ajoute le soutien apporté par la Rada de Kiev au soulèvement des troupes du général Kaledine dans le sud de la Russie, première étape d'une guerre civile qui allait durer jusqu'en 1921. Face à cette politique, le commandant en chef des troupes bolcheviques N.V. Krylenko interdit la poursuite du regroupement des soldats ukrainiens dans des unités nationales. Dans un prikaz du 16-29 décembre, il indique « Maintenant, alors que la Rada a commencé la guerre, j'interdis l'ukrainisation des troupes en vue de leur retour en Ukraine et je mets les troupes ukrainisées devant le choix suivant. Reconnaître le Conseil des commissaires du peuple, retourner sur le front ou encore déposer les armes. En cas de refus, ces troupes seront désarmées. » Conscient de l'importance des entrepreneurs et du capital belge investi en Russie, Albert Rem porte aussi un intérêt certain aux nouvelles relations qui s'établissent entre les propriétaires des entreprises et leurs ouvriers. Dans le cadre d'un conflit qui continue, le consul belge suit avec une inquiétude particulière la désorganisation de la production, la mise en place et les conséquences du contrôle ouvrier dans les usines. La réaction des fonctionnaires aux mesures prises par le nouveau pouvoir, tout comme la grève politique qu'ils organisent conjointement avec les enseignants et les policiers font l'objet de son attention. Durant ces semaines, alors que la sécurité à Moscou n'est plus assurée que par quelques 500 gardes rouges qui sillonnent les rues, que les tribunaux sont abolis et que la criminalité explose, l'attention du diplomate belge se porte sur le fait que de nombreux prisonniers allemands ou austro-hongrois se déplaçaient librement dans la ville. Le rapport du 9-22 décembre 1917 est le dernier à être présenté ici. Les relations entre les pays de l'Entente et la Russie bolchevique se dégradent très rapidement, ce qui entraîne le départ des représentations étrangères dans les premiers mois de 1918. De par ses conséquences, aussi bien en Russie, pays continent, que pour le reste du monde, la Révolution d'Octobre est certainement l'un des plus grands événements de l'histoire de l'humanité. Ceci explique pourquoi considérer, à l'instar des historiens libéraux et d'une partie des historiens russes actuels, cet événement comme un accident de parcours faisant varier la Russie du cours logique de son histoire est pour le moins hasardeux. Bien au contraire, cette révolution est la réponse de la Russie tout entière à l'incapacité de ses dirigeants à garantir la survie même du pays, à la divergence grandissante entre la propagande officielle et la réalité du quotidien, et à la volonté des puissances de l'époque de mettre la Russie à l'encan, chacun d'entre elles y trouvant un bénéfice immédiat. Entre février-mars et octobre-novembre 1917, ouvriers, paysans, fonctionnaires ou intellectuels, tous ont cherché par la revendication, la prise des terres, la grève du zèle ou la multiplication des interventions, à participer à la définition d'une nouvelle structure nationale et étatique, Gosudarstvenitch Stroj. De là naît une multiplication d'initiatives, de mouvements, de partis et d'associations professionnelles, ethniques ou religieuses qui, du fait de l'incapacité du gouvernement provisoire, ne conduit qu'à une déliquescence du pouvoir, puis, sous le poids de la guerre et des privations, à un désintérêt croissant de ces nouveaux citoyens et non plus sujets, pour la chose publique, amenant à un enfermement dans la dureté du quotidien, à une sorte d'autisme politique. Un tel renfermement laissant pratiquement alors toute latitude à la prise du pouvoir par un groupe de révolutionnaires professionnels, entourés de soutiens déterminés et armés, qui s'est proposé des solutions correspondant aux attentes réelles et immédiates de la population, la paix et la terre. Gaël Georges Moulek. Paris, le 25 octobre 2019. Moscou 1917. 26 septembre 9 octobre 1916, arrivée à Moscou. Population et coût de la vie. Au baron Beyance, ministre des Affaires étrangères. Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le télégraphier, je suis arrivé à Moscou le 17-30 septembre 1916 après un voyage plusieurs fois interrompu par des circonstances indépendantes de ma volonté.
Je me suis arrêté aussi quelques jours à Petrograd, avec l'approbation de Monsieur le ministre de Belgique. Ce court séjour dans la capitale officielle de l'Empire russe m'a permis notamment de recevoir à la légation du roi des instructions et recommandations fort précieuses, et il m'a été promis des facilités très appréciables en vue de la mission que votre Excellence a bien voulu me confier. Je dois beaucoup de reconnaissance dans cet ordre d'idées, à la complaisance empressée de notre consul à Petrograd, M. Charlier, qui M. le comte de Buisseret m'avait recommandé, et dont les excellents conseils m'ont été et me seront encore, de la plus grande utilité. Ce n'est que grâce à ces heureuses circonstances que j'ai eu notamment, la bonne fortune de trouver place à l'hôtel à Moscou. Comme votre Excellence ne l'ignore pas, il règne en cette ville une crise extrêmement aiguë provoquée par la surpopulation. Avant la guerre, Moscou possédait environ 1 800 000 habitants. Le 1er juillet 1916, il y en avait à Surton 3 120 000. Le surplus est constitué, non seulement par des réfugiés de Pologne et d'autres provinces envahies ou menacées, mais aussi notamment, par des ouvriers ou employés que les salaires élevés ont attirés des campagnes. Des jeunes filles, employées de bureau, qui avant la guerre auraient gagné 25 roubles par mois, en obtiennent quelquefois aujourd'hui 90. La guerre a bouleversé de fond en comble les conditions de la vie à Moscou, et la crise que cette ville traverse pourrait, dit-on, avoir des conséquences graves et inattendues. En ce qui concerne mon logement, malgré les actives recherches de plusieurs personnes dévouées et connaissant à fond la ville, je n'en ai point encore en perspective. C'est pourquoi je me vois forcé, provisoirement, de demeurer à l'hôtel Métropole, établissement de premier ordre. La chancellerie de notre consulat honoraire, dont M. Naz est le titulaire, est bien installée et centralement située. Le problème des logements à Moscou est si difficile à résoudre que l'on voit, dans les journaux, des annonces de personnes offrant plusieurs centaines de roubles de récompense à quiconque leur indiquera simplement une habitation vacante. Si je parviens à trouver un local pour le consulat général, je m'empresserai d'en faire part à votre Excellence. En vue de cette éventualité, je vous serai reconnaissant, Monsieur le baron, de bien vouloir me faire connaître déjà d'urgence le chiffre de l'indemnité dont il s'agit dans la dépêche que vous avez bien voulu m'adresser à Dieppe, le 7 août dernier. Le loyer d'un appartement convenable, composé de 3 ou 4 pièces garnies, serait d'environ 350 roubles par mois et les loyers tendent à hausser. Le prix de ma chambre à l'hôtel, elle est spacieuse, est de 5,5 roubles par jour. Ce tarif, qui est encore celui d'avant-guerre, sera majoré de 25% dans peu de jours. C'est le tarif minimum à Moscou d'une chambre d'hôtel convenable. À n'importe quel restaurant on obtient de dîners passables à moins de 4 à 5 roubles, sans les boissons et les gratifications. Il y a 3 jours à viande par semaine. Néanmoins, on m'a parlé de personnes qui n'ont pas goûté de viande depuis 5 mois. Les légumes frais, à l'exception des pommes de terre, des carottes, des navets et des tomates, sont des articles de luxe. Le lait et le sucre sont rares. Les moyens de transport urbain sont insuffisants. 6-19 janvier 1917, passage à Moscou de l'ambassadeur des États-Unis. Extrait du journal ROUSSKOE Slovo. Au baron Beyance, ministre des Affaires étrangères. L'ambassadeur des États-Unis en Russie est venu récemment passer quelques jours à Moscou, probablement sur l'initiative de la Chambre de commerce russo-américaine en cette ville. Le journal moscovite Ruskoe Slovo, dans son numéro du 31 décembre 1916, 13 janvier 1917, rend compte d'une interview de l'ambassadeur le jour de son départ pour Petrograd. J'ai l'honneur de faire parvenir à votre Excellence la traduction de cet article. Entretien avec l'ambassadeur. Je fus très content d'avoir l'occasion de me trouver à Moscou. Ainsi l'ambassadeur commença son entretien avec notre collaborateur. Voici déjà la seconde fois que je vois devant moi cette intéressante ville dont j'ai tant lu et entendu parler dans ma jeunesse. Et quelque grande que fût mon attente au sujet de Moscou, Moscou ne l'a pas désabusée. Je regrette seulement une chose, c'est de ne pas pouvoir séjourner ici plus longtemps. Mais j'espère à l'avenir me retrouver encore à Moscou, et non pas une seule fois. J'apprécie hautement l'accueil flatteur et cordial qui m'a été témoigné. Comme nous demandions ce qui pourrait être dit en ce moment au sujet des relations entre la Russie et l'Amérique, l'ambassadeur répondit :
Je puis seulement exprimer l'espoir que la Russie et l'Amérique resteront dorénavant d'aussi bonnes amies qu'elles le furent par le passé, et que les peuples de ces deux grands pays, ayant tant d'aspirations communes, se rapprocheront encore davantage à l'avenir. Les capitalistes américains ont arrangé pour le gouvernement russe un emprunt de l'import de près de 250 millions de roubles, et ainsi que je l'ai entendu, on se propose d'augmenter cette somme dans l'avenir. Cette somme est fournie immédiatement au gouvernement russe, indépendamment des grands emprunts faits par les Alliés en général, à commencer de 5 milliards de roubles et indépendamment aussi de l'acquisition par des citoyens américains de différentes valeurs papier russes. Pendant les 5 dernières années, les Américains sont parvenus à se rendre compte considérablement mieux que dans le passé, des ressources et de la puissance de la production de la Russie. Cette connaissance a pu uniquement contribuer à les confirmer dans la certitude du grand avenir de ce grand pays. Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de le déclarer au discours improvisé au déjeuner organisé hier pour moi par la Chambre de commerce russo-américaine, un solide et large développement des rapports commerciaux dépend seulement, sans aucun doute, de la réciprocité des avantages. Dès le début de la guerre actuelle, l'Amérique a vendu beaucoup plus à la Russie qu'elle n'a acheté d'elle, mais la Russie pourrait produire beaucoup de ce que l'Amérique pourrait acheter avec avantage pour elle-même. Toutefois, la situation actuelle des choses ne semble pas un obstacle à ce que les peuples de ces deux grandes puissances, dont les gouvernements ont toujours eu des relations amicales, se rapprochent encore davantage à l'avenir pour l'extension réciproque de l'horizon et des avantages réciproques. D'ailleurs, ce but ne peut pas être atteint si les principes ou les résolutions de la Conférence économique de Paris, formulées en juin 1916, sont maintenues et introduites dans la vie des partis qui ont pris part à cette conférence. Les décisions de la conférence furent inspirées par le désir de conjurer la possibilité du rétablissement après la guerre, de l'hégémonie économique des pays avec lesquels les Alliés sont en guerre. Cependant, cette politique atteint en même temps le commerce avec les pays neutres, dont beaucoup témoignent aux Alliés sur leur demande de l'appui, en vue de mener la guerre avec succès et leur fournissent en quantité énorme du matériel de guerre sans lequel les Alliés n'auraient pas pu achever leur succès commencé. Les difficultés avec lesquelles la Russie eut à lutter au cours des 2-3 dernières années, l'Amérique s'en rend compte parfaitement et déjà elle a prouvé qu'elle les apprécie justement. L'opinion que le grand conflit européen apporte à l'Amérique seulement des avantages semble complètement erronée, et l'accusation répandue fréquemment que l'Amérique désirerait le prolongement de la guerre à cause des avantages qu'elle en retire, est non seulement une profonde injustice envers notre peuple humanitaire et pacifique, mais en outre elle ne repose sur aucun fondement et c'est à peine s'il faut démentir longuement l'imputation dont il s'agit. L'Amérique, à plusieurs reprises, a prouvé que la fidélité aux principes est pour elle au-dessus du profit, et qu'elle est prête à sacrifier non seulement de l'or mais du sang pour les élans généreux du cœur et pour la sauvegarde de son honneur. Au sujet de son séjour à Moscou, l'ambassadeur dit entre autres choses encore ce qui suit. Ce soir je pars à Petrograd, mais auparavant, je profiterai de l'aimable invitation du prince Odoïevski Maslov, pour admirer ce ballet dont je suis un adorateur passionné et dont je n'ai pas vu le pareil hors de Russie. J'ai passé 2 heures à la galerie de Tretiakov, et j'y vis une série des meilleures productions d'artistes russes. Si même aucun autre motif ne m'attirait, je reviendrai à Moscou, rien que pour visiter encore cette galerie. Je sais qu'il y a à Moscou encore 2 autres trésors artistiques, que d'ailleurs le temps m'a empêché de voir cette fois. C'est avec grand intérêt que j'ai vu la remarquable installation de l'hôpital Briansky dans la nouvelle gare du chemin de fer, allant de Moscou à Kiev. Les soins consciencieux et soucieux aux soldats blessés à cet hôpital font honneur au cœur ardent et à l'intelligence des dames qui y travaillent. Le merveilleux palais du Kremlin et les trophées qu'on m'a fait voir là avec une prévenance flatteuse sous la conduite d'un guide aussi intéressant que le chambellan Arseniev, suffisent pour qu'on fasse de loin un voyage à Moscou. La station électrique de la ville de Moscou que m'a montré l'ancien maire de la ville, MNI. Gouchkov, semble incontestablement un établissement modèle en son genre, installé suivant les derniers enseignements de l'électrotechnique. 11-24 janvier 1917, grève à Moscou. Il est incontestable que la situation actuelle est extrêmement grave à cause du manque de pain noir, le seul consommé par la classe ouvrière.
Monsieur le comte de Buisseret-Steenbeck de Blaranguien? Les autorités avaient prévenu les chefs d'industrie à Moscou d'une manifestation et d'une grève projetée par un certain nombre d'ouvriers pour le 9-22 de ce mois, anniversaire de la démonstration dirigée à Petrograd en 1905 par le prêtre Gapon. Sur 200 000 ouvriers qu'on estime se trouver dans l'agglomération moscovite, environ 10 000 chômèrent pendant un jour, mais presque tous s'abstinrent de faire aucune manifestation. Les autorités avaient d'autre part pris toutes les mesures utiles, mais la journée se passa assez normalement, lorsque vers midi, une centaine, pas davantage, firent leur apparition à la place des théâtres, au centre de Moscou, avec un drapeau rouge et en criant « À bas la guerre ! Nous voulons la paix et du pain », ces manifestants se laissèrent facilement. Vue générale du Kremlin au début du XXe siècle. Et naïvement dispersés par les paroles simples mais énergiques que leur adresse un officier, en convalescence de blessures reçues au front, lequel se trouvait précisément sur les lieux. Le lendemain, 23 janvier, la totalité des ouvriers avait repris leur travail. Il est probable que les milieux germanophiles attribueront au fait ci-dessus une ampleur qui leur fait totalement défaut. L'aspect extérieur de Moscou est absolument le même qu'avant la journée du 9-22 janvier. Toutefois, il est incontestable que la situation actuelle est extrêmement grave à cause du manque de pain noir, le seul consommé par la classe ouvrière. Les mesures prises pour ravitailler la ville sont, dit-on, très insuffisantes. Suivant des renseignements sérieux, il y aurait grève encore en ce moment dans 2 fabriques de matériel de chemin de fer à Toula. Timbre mis en vente à un prix modique par un membre de la colonie étrangère à Moscou, russe. N'achetez rien d'allemand. Souvenez-vous de 1914 à 1916. Rapport du 13-26 janvier 1917. 26 janvier 8 février 1917. Rapport sur l'importance croissante de la langue russe en tant que langue commerciale et d'autre part, à l'opportunité de nous servir autant que possible de cette langue pour notre propagande dans l'Empire russe. Monsieur le baron Payance? J'ai l'honneur de soumettre à votre appréciation quelques considérations relatives à l'importance croissante de la langue russe en tant que langue commerciale, et d'autre part à l'opportunité de nous servir, autant que possible de cette langue pour notre propagande dans l'Empire russe. Il n'entre pas dans le cadre du présent exposé de mettre en évidence l'immensité du marché russe, ni de rechercher les causes, issues directement ou indirectement de la guerre actuelle, qui permettent d'augurer un développement notable de la vie économique dans l'Empire. Quelque intéressant qu'ait été ce pays pour nos hommes d'affaires avant la guerre, il semble devoir le devenir bien davantage après le rétablissement de la paix. Toutefois, parmi les transformations fondamentales qui semblent s'opérer dans l'âme du peuple russe, j'ai cru constater une tendance vers un nationalisme plus étroit, produite par les lourds sacrifices que lui impose la Grande Guerre et par le grand isolement géographique où il se trouve, à cause de la guerre, vis-à-vis des puissances économiques de l'Europe occidentale. Cette tendance nationalisante semble se manifester notamment par une préférence plus prononcée pour l'usage de la langue russe. Étant donné d'autre part que dans les différents pays actuellement en relation d'affaires ou d'amitié avec la Russie, on semble accorder une place toujours plus grande à la langue russe, il semble que dans notre pays une évolution parallèle s'imposera, dès que les circonstances le permettront. Un exemple typique à l'appui de ce qui précède est fourni par le journal de la Chambre de commerce russo-américaine de Moscou. Ce bulletin est rédigé en russe et en anglais, mais la langue russe y occupe nettement la première place. J'ai eu l'occasion de voir des exemplaires de cette publication. À côté d'articles de fond de caractère économique, elle contient des annonces et des propositions d'achat et de vente. Le bulletin de la section de Moscou de la Chambre de commerce russo-italienne est également bilingue, mais c'est l'italien qui prime. La Kelly's Trade Review 182 à Holborn, Londres. VC contient aussi des articles en langue russe. Une brochure mensuelle de propagande anglaise, répandue en Russie, est intitulée « La guerre illustrée ». Elle sort de l'imprimerie de l'Illustrated London News. Elle contient du texte français et de nombreuses photogravures afférentes à l'effort militaire britannique. La langue anglaise est complètement absente. Le sujet des illustrations est indiqué en français, en russe et en grec. Pour la Russie,
Il eût peut-être été préférable de ne pas ajouter ces inscriptions grecques, la Grèce n'étant pas un pays allié. Il vient de se créer à Paris, probablement sous les auspices du gouvernement français, une revue illustrée rédigée exclusivement en langue russe et intitulée Francoski Exportier, l'exportateur français, dont les bureaux se trouvent 24 boulevard des Italiens. Si je suis bien renseigné, on consacre à présent une attention toute spéciale à l'enseignement de la langue russe dans les pays scandinaves, lesquels se préparent à jouer un rôle important dans le commerce russe. Peut-être l'Allemagne, une fois la paix conclue, recrutera-t-elle en grand nombre des voyageurs de commerce en Scandinavie pour écouler plus facilement ses produits en Russie. On constate déjà dès à présent d'ailleurs la présence de nombreux voyageurs scandinaves en Russie. C'est vraisemblablement leur connaissance approfondie de la langue russe qui a permis aux Allemands, avant la guerre, de conquérir une position si prépondérante, soit comme vendeurs de produits allemands, soit comme intermédiaires. Les voyageurs allemandes visitaient le pays jusque dans ses coins les plus écartés des chemins battus, et les endroits les plus éloignés, enfouis dans les neiges de la Sibérie, n'échappaient pas à leur activité. Ils étaient parfaitement mieux souvent que les banques au courant de la solvabilité de leurs clients. Cette documentation de première main leur a permis d'organiser les crédits à longues échéances. Leur contact immédiat avec les consommateurs et leur empressement à satisfaire les moindres desiderata de ces derniers, dans des délais extrêmement courts, ont laissé dans l'esprit des négociants russes des souvenirs que plus de 30 mois de guerre n'ont point effacés. Les voyageurs anglais, français, belges se contentaient de voir les grands centres. Les négociants russes n'aimaient guère cette pratique qui, à beaucoup d'entre eux, paraissait de la morgue. Par contre, ils étaient enchantés de la domination économique teutonne. Un autre atout dans le jeu des Allemands était certes la diffusion de leur propre langue en Russie, et il y a lieu de présumer que dès que les circonstances s'y prêteront, ils entreprendront auprès du peuple russe une propagande très méthodique, tant politique que commerciale, en langue russe et allemande, en mettant à profit leur connaissance du pays. Les Allemands auront déjà compris cette propagande dans le programme de l'après-guerre, que sans aucun doute ils élaborent minutieusement. La tendance de substituer en Russie la langue anglaise à la langue allemande n'aura pas pu produire, lors de la fin des hostilités, des résultats fort considérables. Les personnes appartenant à la haute société et à la bourgeoisie russe manient, en général, la langue française avec une grande facilité, mais celles qui utilisent cette langue avec la même aisance que la leur propre sont beaucoup moins nombreuses peut-être que l'on ne se l'imagine dans l'Europe occidentale. En ce qui concerne les rapports avec le commerce, l'usage de la langue russe présente invariablement de grands avantages et bien plus, il s'impose dans la plupart des cas. On s'exagère chez nous, semble-t-il, la difficulté de la langue russe. S'il est vrai que certains étrangers, ayant fait de longs séjours en Russie, ne possèdent pas encore suffisamment la langue du pays, c'est presque toujours qu'ils n'ont fait aucun effort sérieux pour l'apprendre. Il résulte de l'enquête que j'ai faite à ce égard qu'il est possible à un occidental, arrivé en Russie sans la moindre notion d'aucune langue slave et doué d'une intelligence moyenne, de s'approprier un vocabulaire élémentaire et parler russe d'une façon très convenable en 6 mois d'études sérieuses et de pratiques constantes. Des connaissances linguistiques préalables sont utiles. Des notions de latin et de grec ancien facilitent d'une manière appréciable la compréhension du mécanisme de la langue russe. La Russie étant un des rares pays où l'homme actif et intelligent peut encore faire fortune rapidement, il semble que beaucoup de jeunes Belges entreprendraient volontiers l'étude de la langue russe s'ils étaient dûment renseignés et si, en outre, il leur était accordé des avantages spéciaux. Dans les écoles supérieures de commerce de l'Europe occidentale, la langue russe a été, avant la guerre, notoirement négligée. Depuis lors, de nombreux cours universitaires et libres de cette langue ont été organisés, notamment en Angleterre. Je crois savoir que le gouvernement français projette d'établir, ou a établi à Paris, un bureau officiel spécial de traduction russe à l'usage du commerce. Si le gouvernement du roi a des intentions similaires, un personnel, désigné dès maintenant, pourrait peut-être s'occuper actuellement d'organiser la propagande en langue russe. Les journaux russes ne semblent pas être outillés, surtout à présent que leur personnel est réduit par la mobilisation, pour traduire assez rapidement les documents, même les plus intéressants, qu'on leur adresse en langue étrangère. Des imprimés en langue russe qui leur seraient distribués par la voie officielle rendraient infiniment plus efficace notre propagande, la presse étant sous ce rapport l'instrument par excellence.
On entend souvent faire cette réflexion que la propagande faite en Russie par les Alliés n'est pas bien comprise. Elle est trop sporadique, si on peut dire. Néanmoins, une bonne propagande est nécessaire, car le peuple russe ne se rend pas compte autant qu'il est désirable de l'effort militaire de ses alliés et des sacrifices supportés par eux. Et cependant, l'opinion du peuple russe semble devoir être une de nos meilleures protections contre les velléités, nullement dissimulées, de la généralité des négociants de renouer avec les Allemands des relations d'affaires chaque fois qu'ils y verront le moindre avantage. Certains connaisseurs de la Russie opinent que 5 ans après le rétablissement de la paix, les négociants allemands pourront entretenir avec les commerçants russes des rapports tout aussi suivis qu'avant la guerre. D'aucuns croient même que ce terme sera bien plus court. Quant à la préférence douanière que les Alliés cherchent à obtenir en Russie, il paraîtrait que les Allemands s'en soucient fort peu, confiants, notamment dans leur concentration industrielle et leur production en série, en masse. De l'avis de négociants russes entendus, cette préférence n'aurait jamais l'effet qu'on espère en obtenir, à moins d'être tout à fait énorme. 1er 14 février 1917. Rapport sur la mission commerciale et industrielle du gouvernement italien, actuellement en tournée en Russie. Monsieur le baron Payance ? La mission commerciale et industrielle du gouvernement italien, actuellement en tournée en Russie, est arrivée le 24-6 février, venant de Pétrograd. Elle est partie le 29-11 février pour Kharkov, Kiev et Odessa. Cette mission, présidée par un diplomate, Monsieur le marquis de la Torretta, qui fut pendant un certain nombre d'années secrétaire d'ambassade à Pétrograd et qui, si je ne me trompe, est en ce moment ministre adjoint des Affaires étrangères d'Italie, est composée d'hommes d'affaires dont voici les noms et qualités, MM. Zaccaria Alberti, président de la Chambre de commerce de Gênes, vice-président de la mission. Dr Ermanio Carlo Mariani, attaché commercial près l'ambassade d'Italie à Pétrograd, secrétaire. Dr Giovanni Silvestro Pulero, président de la Chambre de commerce de Messine. Augusto Giacarino, délégué de la Chambre de commerce de Rome. Ernest Ghissi, consul général honoraire. Délégué de l'Association séricole italienne de Milan. Giuseppe Battaglia, délégué de l'Association nationale des industries mécaniques italiennes de Milan. Gaetano Marzotta, délégué de l'Association lainière italienne de Biella. Ingénieur Ettore Cesari, délégué de la Chambre de commerce de Gênes pour les industries électrotechniques. Pio Selbaroli, délégué de la Chambre de commerce de Bologne. Alfredo Capes Minutolo di Bugnano, député, délégué de la Chambre de commerce de Naples. C'est la section de Moscou de la Chambre de commerce russo-italienne, un organisme qui manifeste une grande activité, qui élabora le programme de réception des délégués. À chacun de ces derniers, tous spécialistes d'une branche du commerce, de l'industrie ou de la finance, était dévolue une tâche déterminée. Une très grande partie du temps passé à Moscou par ces messieurs fut absorbée par des visites aux nombreuses autorités civiles et militaires, des promenades aux musées et aux monuments historiques, des déjeuners, des thés, des dîners et des raouts. Il est vrai qu'ils ont aussi visité un certain nombre d'usines appartenant à des Russes ou à des Français, ainsi que la Bourse du commerce, le magasin de fourrure Mirailov, et quelques autres établissements. Toutefois, leurs 4 journées étaient remplies de telle façon qu'il ne leur est resté qu'un petit nombre d'heures pour travailler. À la fin de chaque journée, en principe, les membres de la délégation se réunissaient pour délibérer. Un certain nombre de négociants russes se sont mis en rapport avec la mission, mais il est douteux que des entretiens d'une utilité pratique immédiate aient pu avoir lieu. Le banquet de souscription, à 60 roubles, environ 120 francs, le couvert au restaurant Hermitage et les autres fêtes en l'honneur de cette délégation, surtout le raout offert par l'administration municipale à l'hôtel de ville, ainsi que la grande publicité journalistique, sont certes d'excellents moyens d'attirer l'attention du commerce russe sur l'Italie, dont les progrès industriels semblent pouvoir prétendre à une plus grande part des importations en Russie. Mais les transactions italo-russes sont presque matériellement impossibles en ce moment. D'autre part, l'état actuel des choses, malgré toutes les manifestations de sympathie, ne permet aucunement de définir d'une façon même approximative dans quel sens la Russie orientera sa politique économique à la fin des hostilités. Les 2 derniers jours passés à Moscou par la mission commerciale italienne ont coïncidé avec la présence en cette ville des délégués civils, des délégués militaires ne pouvant venir que plus tard,
de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie à la conférence de Pétrograd. Cette présence, tout en atténuant dans une forte mesure l'effet de la propagande commerciale italienne, est venue rappeler au commerce moscovite que les grands bailleurs de fonds et fournisseurs de matériel de guerre entendent ne pas être oubliés dans toute combinaison pouvant affecter les relations économiques après la guerre. Je dois signaler que lorsque les hymnes nationaux des Alliés ont été exécutés soit au théâtre, soit à l'occasion des banquets, l'hymne belge fut toujours souligné par des ovations toutes spéciales. Cette circonstance a d'ailleurs été constatée par la presse. L'un des organisateurs russes de la réception des délégués italiens m'a exprimé l'avis qu'il y aurait lieu d'organiser une fête en l'honneur de la Belgique. Le souvenir des premières journées de la guerre ne s'est point effacé en Russie. L'hymne des Alliés fut fréquemment suivi de l'hymne polonais. Les Polonais étaient représentés aux réunions en la personne du prince Matthias Radziwiłł et d'autres notabilités. Le club polonais a offert un raout aux délégués italiens. Toutes les autorités civiles et militaires russes y assistaient. Les Polonais fondent pour leur pays de grandes espérances, même les plus grandes, sur le futur congrès de la paix. Malheureusement pour eux, si ce congrès leur octroierait sans doute certains avantages très appréciables, leurs grandes aspirations d'indépendance politique ne semblent pas devoir se réaliser au point où ils le voudraient. D'aucuns attribuent à l'envoi de la mission commerciale italienne en Russie et à l'accueil exceptionnel que lui font les autorités, une signification politique. L'ouverture des Dardanelles fera entrer l'Empire de Russie dans le concert des puissances méditerranéennes où l'Angleterre occupe une place si prépondérante. D'autre part, la Russie voudrait disposer favorablement l'Italie vis-à-vis des aspirations serbes sur le littoral de la mer Adriatique. Parmi les questions d'ordre économique qui doivent avoir été examinées à l'occasion de la visite des délégués italiens, on peut mentionner celle de l'organisation de communication directe par voie ferrée entre les deux pays. Des pourparlers, non suivis d'exécution, furent entamés à cet égard en 1895 par le gouvernement italien sur l'initiative de la Chambre de commerce de Milan. On préconise des transports directs par Brindisi, reliés par un service de navigation à Valona où partirait un chemin de fer transbalkanique passant par Mytalie, Monastir, Salonique, et aboutissant à Constantinople. En France, la Chambre de commerce de Bordeaux serait partisane d'un service exclusivement par voie ferrée passant par Turin et Trieste, et finissant à Constantinople. Ce service direct ou ces services directs seraient utilisables par les voyageurs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.